ce qui nous amène directement aux questions inscrites à l'ordre du jour, avec évidemment une question essentielle qui est la suite du conseil municipal du mois de février, puisque nous avons fait le ROB, le rapport budgétaire, d'orientation budgétaire. Et bien maintenant, on peut discuter, débattre et voter le budget. Je vais laisser le soin à Madame Lachenal de le présenter et j'apporterai une petite conclusion à cette présentation et puis on ouvrira le débat. Merci. Merci. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est vrai que nous sommes là sur une question que nous avions déjà entamée dans le cadre du débat d'orientation budgétaire que nous avions tenu en février dernier. Nous sommes là donc sur le vote du budget primitif, du budget principal comme des budgets annexes. Budget primitif de l'année 2022. Le débat d'orientation budgétaire qui s'était tenu ici en février avait évidemment reposé sur le rapport d'orientation budgétaire qui avait permis donc d'exposer au conseil municipal la situation financière de la ville, évidemment, avec ses indicateurs favorables et les éléments liés à la sortie de crise sanitaire et qui montraient évidemment une certaine, quand même une résistance de nos recettes et un contrôle de nos dépenses. Je rappelle que le budget primitif est un acte obligatoire de la collectivité et qu'il propose les recettes et les dépenses pour l'exercice, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Vous avez reçu de nombreux documents officiels et nous y ferons référence, évidemment. Ils sont l'appui sur les slides que vous verrez. Et pour la première fois, vous avez reçu également, je dois vous le signaler, un document qui concerne les différentes indemnités perçues par les élus dans le cadre de leur délégation liée à la ville. Voilà, donc vous avez dû recevoir ceci. Il n'est pas soumis à vote ni à explication, c'est simplement pour vous le signaler. La commission du pôle ressources s'est tenue également le 22 mars et les différents documents ont été examinés à ce moment-là. Je remercie et je profite tout de suite, je suis sûre que c'est en votre nom d'ailleurs, de remercier le service finance et son responsable, M. Bosson, pour la préparation et son soutien. Le budget ce budget 2022, comme nous l'avions déjà évoqué en DOB lors du débat, ce budget 2022 a été élaboré dans un contexte de fin de crise sanitaire et de reprise progressive d'activité. Il ne faut pas oublier également un contexte économique qui est marqué par l'inflation et par l'inconnu lié à ce qu'on appelle la crise ukrainienne, mais on ne sait pas jusqu'où on ira là-dessus, et notamment avec la crise de l'énergie. Nous avons construit un budget qu'on dira plutôt qualifié de rattrapage, puisqu'il est destiné évidemment à répondre aux besoins des habitants aujourd'hui, et ils sont nombreux, mais aussi à accompagner les transformations durables de la ville par les investissements importants. Nous avons bien toujours en tête la maîtrise, ou en tout cas le contrôle de nos dépenses de fonctionnement et le soutien en termes de dépenses d'investissement, mais il faudra le faire en fonction aussi d'éventuels besoins qui pourront apparaître au cours de l'année, toujours en raison des conséquences des crises. Les recettes, vous le constaterez, progressent encore, je dis bien encore, plus vite que ne progressent nos dépenses. On verra si ça tiendra petit à petit. Et pour cela, nous maintiendrons nos taux d'imposition de la taxe foncière de foncier bâti. Alors, la présentation en elle-même du budget principal est sous vos yeux. On va déjà commencer par une slide dont vous avez l'habitude, qui est celle de la présentation générale du budget primitif, avec un équilibre que vous voyez sur les sections. Section de fonctionnement à 51 122 000, section d'investissement à 23 621 000, soit un budget global à 74 743. Passons tout de suite évidemment, dans le cœur du sujet et les dépenses de fonctionnement. Ces dépenses de fonctionnement s'élèvent dans leur totalité à 51 122 364, vous le voyez en fin de page, là, avec des dépenses réelles qui s'élèvent à 47 419 470, soit un taux de progression de 5,2%. Ce taux est important pour comparer après à la progression des recettes de fonctionnement. Elles sont composées évidemment des différents chapitres que vous voyez là. Je ne vais pas vous donner trop de détails, mais quand même quelques éléments d'indication qui sont quand même confirmant ce qu'on avait déjà plus ou moins expliqué en DOB, mais
qui sont quand même une illustration intéressante. Les charges à caractère général sur le chapitre 011 à 11 354 852, avec une progression de 6,1%. Les causes, on en avait déjà parlé, mais elles sont principalement liées, comme les causes extérieures, avec la forte inflation, le redémarrage des activités et des hausses marquées sur certains comptes. On est bien dans un élément de reprise d'activité. Pour les achats plus particulièrement, ce sont là les augmentations liées à tout ce qu'on appelle les fluides, les consommables. Donc, je ne vous cache pas que là, les carburants, on ne sait pas où on ira. On a déjà prévu des augmentations. On verra si ça aura à continuer. Pareil pour l'alimentation. Les services extérieurs, plutôt les prestations, avec un pourcentage d'augmentation plus faible, mais quand même, c'est principalement l'augmentation des charges locatives de copropriété, des démolitions de bâtiments, mais aussi ce qu'on appelle des créations graphiques liées notamment à la communication par rapport à la communication de chantier, par exemple, ou encore par rapport au site Internet. On a un élément aussi qui reste lié à la fourrière, et puis, malgré tout, l'augmentation de primes d'assurance. Les autres services extérieurs, une forte hausse également qui est plutôt concentrée sur 2 comptes, qu'on a déjà vu en commission là également, des frais d'honoraires avec une augmentation à hauteur de 227 000 euros. Ce sont évidemment des accompagnements avec des prestataires extérieurs et principalement pour nous accompagner sur l'analyse des délégations de services publics, mais aussi avec différents projets menés comme la halle alimentaire, ou encore des accompagnements spécifiques en RH par rapport aux agents, la réflexion sur le marketing territorial. Donc des choses assez différentes, mais qui nécessitent un appui extérieur. On a aussi là-dedans les fêtes et cérémonies qui prennent une dimension, une augmentation là aussi, avec 462 000. Nous trouvons là toutes les animations qui sont menées sur notre territoire, dans l'espace public, notamment celles qu'on ne va pas appeler préfiguration de la piétonisation, mais avant la piétonisation, en attendant la piétonisation, avec des animations spécifiques. Les différents événements ou festivals, qu'on dira, avec le futur Annemasse Vive ou encore le Léman Blues qui est à prévoir dans l'année. Des frais de gardiennage qui continuent parce que les trimestres est passé avec un centre de vaccination qui était encore à notre charge, donc il y a eu encore des frais de gardiennage là-dessus, mais des frais de gardiennage, maintenant c'est assez récurrent malgré tout. Et puis les montants des intervenants liés aux interventions des intervenants musicaux pour le scolaire et le périscolaire, puisque tout ça est déclecté aujourd'hui, ne rentre pas dans les AC avec Annemasse Vive. Voilà pour cette partie-là. Et enfin, le dernier, les impôts et les taxes, c'est une augmentation liée à la revalorisation des bases. On passe ensuite aux charges de personnel avec 27 917 998, un taux qui avait été annoncé évidemment là aussi en DOB. On avait exposé les éléments qui étaient pressentis et on les confirme aujourd'hui. Ce sont évidemment d'abord des augmentations de postes, de nouveaux postes, mais on l'affirme et on le soutient. Ce sont des postes liés aux besoins de nos habitants, tant en matière de propreté que d'éducation, que sociale, que d'environnement, même le bâtiment d'ailleurs. Mais aussi, c'est la prise en compte par la ville des cotisations pour les agents, de la cotisation qu'on appelle l'adhésion au CNAS, qui représente un peu plus de 100 000 euros, et des dépenses en lien avec l'exécution qui est assez particulière cette année, l'exécution des tâches spécifiques pour les élections, soit en lien avec la mise sous pli, donc mobilisation des agents et ainsi de suite, soit pour la tenue des bureaux de vote en eux-mêmes, puisqu'on en a quand même un certain nombre cette année. Et il y a évidemment, et ça c'est récurrent et on réexplique chaque année, le GVT, le glissement vieillesse-technicité, qui se fait systématiquement chaque année, auquel s'ajoutent, comme cela avait été annoncé en DOB, les différentes réformes nationales qui concernent plus particulièrement les personnes de catégorie C en revalorisation indiciaire, et puis également les éléments liés à l'augmentation du SMIC. Donc dans ce chapitre, il est évident qu'on parle vraiment de choses qui sont en cours dans l'année, mais comme nous l'avions évoqué également en DOB, il faut faire face aussi à d'éventuelles augmentations qui pourraient avoir lieu en fonction des besoins des habitants. Donc on aura à s'adapter à ça. Et encore une fois aussi à évoquer les pistes d'augmentation éventuelle de charges qui seront liées cette fois à nos investissements et à nos éventuels équipements qui auront à se mettre en place. Il ne faut pas non plus le négliger.
Ce sont des éléments importants. Nouveau équipement signifie nouvelles dépenses en fonctionnement. Nous avons ensuite l'atténuation de produits pour 49 500. Ce sont principalement des éléments de TVA liés au festival Danser. Les autres charges de gestion courante pour 7 238 235. Là aussi, une augmentation importante. Ce sont principalement des subventions pour un peu plus de 5 millions. Et on retrouve là la compensation qui est faite à hauteur pour Château-Rouge, puisque dans le cadre de la DSB, pour l'augmentation de la redevance versée à la ville, la grande salle a été livrée à Château-Rouge et c'est évident que le loyer étant supérieur, nous avons à compenser cette augmentation. On la retrouvera d'ailleurs également en recettes. Nous avons là dans ce chapitre également des choses assez importantes comme des reversements à Massaglo pour la subvention de l'ARS reçue, des éléments liés à la mutualisation avec le STUN, la participation au CCAS, donc avec une augmentation de la subvention d'équilibre à un peu plus d'1 million, 1 100 000 exactement, et puis donc une augmentation quand même assez importante. Les charges financières que vous voyez ensuite en dessous, à 702 000, avec là une diminution pour l'inverse cette fois-ci. Mais évidemment, la dette vieillit et les taux d'intérêt sont toujours bas pour le moment. On verra plus tard, mais pour le moment, ils sont toujours bas, donc évidemment, c'est une baisse. Des dépenses imprévues à hauteur de 50 000, des charges, des éléments également imprévus. On y retrouve ici, pour cet élément, on y retrouve des éléments qui sont liés par exemple, aux bons cadeaux que nous avons prodigués, ou en tout cas décidés pour les agents. Et puis également aussi un élément qui progresse tout le temps, c'est puisque nous sommes en subsidiarité vis-à-vis de nos agents pour des condamnations de personnes responsables, notamment par rapport à notre police municipale. Nous sommes en subsidiarité des indemnités, donc c'est un élément qu'il faut budgéter. Tout cela pour constituer évidemment derrière, à la fin, ce qu'on appelle entre le virement à la section d'investissement et la dotation aux amortissements, et bien ce qu'on appelle l'autofinancement, à hauteur de 3 702 894. Voilà, donc je vous rappelle que cet autofinancement augmentera aussi en BS avec la reprise des excédents comme d'habitude. Voilà pour ces dépenses. Petit graphique entre-temps avec un peu de couleur, c'est toujours plus sympathique. Vous l'avez l'habitude aussi de cette ventilation. Donc la ventilation donne la répartition dans le budget concerné, de l'année concernée, des différents chapitres ou différentes thématiques, grands domaines sur lesquels on intervient. Donc vous voyez, je laisse à part les services généraux qui sont toujours avec l'administration et une partie du personnel. Vous avez en premier l'éducation au titre de nos investissements importants et de nos priorités avec 17,8% de nos dépenses, l'aménagement urbain avec 16%, puis viennent ensuite le social et la famille, proche également encore le sport et la jeunesse, ainsi que la culture, et puis la tranquillité publique. Alors, on a divers qui regroupent notamment une partie de l'économie, mais on a souhaité, au vu de ce que je viens d'évoquer sur les dépenses, notamment les dépenses en événementiel, on a souhaité le distinguer là pour vous montrer que ça représente 2,8% de l'ensemble. C'est intéressant de le montrer. Les recettes de fonctionnement maintenant. Ces recettes réelles de fonctionnement, eh bien, les recettes sont à hauteur de 51 122 364 000 euros. Pour les recettes qu'on appelle courantes, nous sommes à 51 25 364, donc une augmentation de 5,9. Faites le pendant avec l'augmentation des dépenses à 5,2%. Nous avons là, bien évidemment, les atténuations de charges, qui sont des remboursements d'assurance, les produits de gestion courante, à un peu plus de 6 800 550. Là-dedans, nous avons vu en dépenses, notamment la partie des 400 000 supplémentaires pour Château-Rouge pour faire face aux loyers dans la DSP, aux nouveaux loyers. Donc, c'est ici qu'ils sont inscrits. Vient ensuite les impôts et taxes. Ça aussi, on avait beaucoup insisté dans le cadre du DOB sur la revalorisation des bases. Et vous avez là-dedans les contributions directes pour un peu plus de 18 630 314. Donc les revalorisations de base nous ont permis d'avoir un montant de ce niveau-là.
Mais aussi, il faut savoir, il y a eu un rattrapage de la part du Trésor, mais de la DGFiP, mais il y a aussi le recalcul du coefficient correcteur qui avait été... Ah ben voilà, merci Monsieur Bosson, c'est mieux d'avoir sous les yeux. C'est donc une slide qu'on vous a présentée au NDOB. Vous voyez les bases attendues qui sont beaucoup plus fortes que les bases réelles de 2021, mais on a l'impact donc de la revalorisation. Et vous voyez que le coefficient correcteur, comme on l'avait expliqué, a évolué, puisqu'il réintègre des rôles supplémentaires avec un effet de rattrapage là aussi. Mais là, c'est d'une façon durable. Donc, c'est intéressant d'avoir eu ce rattrapage. Donc, en fonction de cela, nous avons à parler donc 18 millions, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la partie de la majoration du TH. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le taux que nous voyons là de 31,53% pour le foncier bâti, c'est un taux qui est intéressant pour notre territoire. Je ne sais pas si vous voulez passer à la... Voilà. On a cet élément-là à vous donner en information, on ne l'avait pas avant, mais vous voyez que si nous faisons la comparaison entre la ville d'Annemasse et les villes de France, qui est donc une association, où il y a à peu près 101 villes, nous avons un taux pour la ville d'Annemasse qui est très inférieur au taux moyen de ces villes, qui est à 46,14%. Toujours intéressant de se comparer. Voilà. Donc, ce que je voulais dire également, c'est que le taux de la taxe foncier bâti est maintenu à son niveau de 2021, soit 31,53. Et le taux de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, cette fois, lui est gelé jusqu'en 2023. Il n'y aura pas de vote, donc cette année, sur cet élément-là, il est resté sur la base de 2019. Mais on va avoir après une délibération spécifique sur les taux, donc on y reviendra. Si on revient sur les recettes, vous avez ensuite les produits, toujours dans ces impôts et taxes, vous avez les produits des jeux du casino, un peu plus de 2 millions, 2 750 000. C'est en fait, là, si vous suivez, il y a une petite diminution, mais parce qu'en fait, il y a eu un changement de ligne qui a fait passer des éléments de ce chapitre 73 au chapitre 74, je ne rentre pas plus en matière. Et nous avons aussi dans cette ligne l'attribution de compensation d'Annemasse Agglomération à 1 870 000. Légère hausse, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les intervenants en milieu scolaire ne font plus partie de cet aspect. Pour continuer sur cette slide, toujours, les dotations et subventions, donc 17 938 500, avec une augmentation là aussi. Nous y retrouvons évidemment la dotation forfaitaire à un peu plus de 3 millions, la dotation de solidarité pour un peu plus d'1 million, 1 335 000 en hausse, les participations données par la CAF dans différentes actions qui nous concernent, au niveau des crèches, de la jeunesse, du sport, du périscolaire, donc un peu plus d'1 million, 1 75 000, la contribution ou la participation du casino dans l'autre partie, là, 407 000. Et puis enfin, la grosse partie concerne la contribution financière genevoise, au fonds genevois, qui est à 10 millions, qu'on estimera à 10 900 000. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu en dessous du réalisé que nous avons eu sur 2021, mais il faut quand même continuer à rester un peu prudent sur ce sujet. Les autres produits de gestion courante, à 337 500, ce sont des revenus d'immeubles, un peu en baisse, des produits financiers anecdotiques, mais c'est évidemment la compagnie de navigation du Rhône, et les produits exceptionnels à 95 000 qui sont liés au remboursement des incidents ou des accidents qui peuvent avoir notamment sur la voirie. Voilà, donc des recettes intéressantes puisqu'elles permettent d'avoir un niveau qui nous permet d'enrichir, en tout cas de garder un niveau d'autofinancement intéressant. Cette section de fonctionnement étant passée, nous allons passer à la section, ce qu'on appelle d'investissement, avec d'abord évidemment les dépenses. Ces dépenses d'investissement, on va jongler entre différentes diapositives pour vous donner une illustration la plus concrète possible. Donc d'abord des dépenses d'investissement à hauteur globale de 23 620 600. C'est vrai que là on est légèrement sur un montant légèrement, en tout cas pour les dépenses d'équipement à 19 millions, on est sur un montant légèrement inférieur à l'année dernière, mais c'est surtout lié parce que nous avons à partir de maintenant des projets ou en tout cas des actions
qui ne font que commencer. Donc les dépenses ne sont pas encore très élevées. Ça va, ne vous inquiétez pas, ça va continuer sur les années qui viennent. Voilà, donc ce sont des débuts de travaux. Les dépenses d'équipement, comme je disais, à 19 95 600, avec des immobilisations incorporelles pour 348 610. Ce sont pas mal de frais d'études, PLU, frais d'études liés à des choses très différentes, comme la faisabilité d'un nouveau stade, les plans topographiques pour l'atelier d'urbanisme, des plans de gestion pour les bois de Rosse, des panneaux solaires avec le CIAN, enfin voilà, des éléments qui sont assez importants, au niveau de 193 000. Mais il y a aussi dedans, évidemment, tout ce qu'on appelle les logiciels. Et ça, c'est aussi un élément important pour les services, notamment avec les licences informatiques. Et ça, c'était plus de 125 610. Des subventions d'équipement versées à hauteur de 498 000, là aussi en baisse. On a l'attribution de compensation d'investissement qui est versée à Annemasse Agglomération. Elle couvre toutes les dépenses d'investissement qui sont liées notamment à la mutualisation du matériel informatique. Et puis, tout ce qui est également concerné par les transferts de compétences des zones d'activité économique et du conservatoire. On y trouve aussi l'aide au commerce, avec, dans le cadre du FISAC, et des subventions PLH pour le logement social. Nous venons ensuite aux immobilisations corporelles, où on dit aussi la acquisition, pour 2 914 000. Ce sont, là, je pense que M. Sauge sera content, on répond vraiment aux besoins de nos services techniques notamment, puisqu'on leur donne des moyens matériels, on le renouvelle, bon, c'est peut-être jamais suffisant, mais on entre vraiment dans une renouvellement, soit en matériel de transport, avec différents types de camions, laveuses, balayeuses, enfin, tous ces éléments-là, ramassage aussi des poubelles, des petites poubelles, de l'outillage de voirie aussi à un haut niveau et de l'outillage technique. Mais on retrouve aussi là-dedans les acquisitions foncières, notamment pour le brouhaha ou pour le projet sur le riz du 18 août. Le matériel informatique, notamment le matériel lié à l'équipement des écoles, mais aussi à la salle du conseil, qui va faire partie, qui va avoir une rénovation importante. Il y a aussi là des éléments liés à ce qu'on appelle le réseau d'électrification. Je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais il faut savoir qu'une partie de ce qui était sur le chapitre précédent subvention est revenu sous ce titre de réseau d'électrification. Et ce sont principalement des éléments liés à la route du Vernon et à la route de Bonneville. Des plantations d'arbres, du mobilier pour les écoles, pour le pavillon également de la mémoire. Puis nous passons aux immobilisations en cours ou travaux. On dit travaux, et là on a pensé que c'était bien de vous donner une illustration. Pour 7 404 200, vous voyez des choses très différentes qui démarrent avec les travaux de rénovation thermique très attendus sur Nelson Mandela, à plus d'1 million, 1 150 000. Puis le péricentrique, l'aménagement pour le péricentrique entre Étoile et Place des Marchés, donc les voies de circulation à 860 000. Des améliorations de voirie également assez élevées à 816 000. Des réfections et différents travaux pour les écoles à 587 000. On est que sur des travaux là, attention. Des éléments liés aussi aux travaux dans les gymnases ou des améliorations pour les stades avec 520 000. Des aménagements d'espaces publics, des conformités et accessibilité à 300 000. Les travaux sur la bibliothèque Goua, qui sont aussi importants en termes de ventilation. Le réaménagement de la salle du conseil, je l'ai évoqué pour le matériel, mais voilà le montant. Les espaces verts urbains, 200 000. L'éclairage public en amélioration à 200 000. Et la ferme urbaine, ce sont donc bien, c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'il y avait des éléments qui commencent à 125 000. Voilà pour ces éléments-là. Je pense que c'est l'essentiel qui est marqué. Et puis, vous avez aussi dans la classification des opérations d'équipement. On a beaucoup d'opérations, plus anciennes aux plus nouvelles. Et dans ces opérations, vous avez notamment l'école, avec la suite de l'école, justement le gymnase des 8 ans, un peu plus d'1 million, 1 550 000, ce qui n'est pas une grosse enveloppe. La passerelle sur l'Arve, à 1 400 000, là aussi avec des travaux importants, mais un projet qui va changer aussi la circulation douce. La maison de santé qui avance, qui est à 1 100 000.
Les locaux de la tranquillité publique, avec quelque chose là aussi qui était très attendu de la part de nos services et qui sera important pour l'exercice de leur mission, à 800 000. Le nouveau groupe scolaire Louise Michel, 667 000. Le Mermoz avec son extension à 630. Le parc Mila-Racine avec les aménagements et tout ce qu'il y a à faire dessus à 495. La piétonisation dans sa version 400 000. Et enfin, les travaux de la rue du Vernant dans une deuxième tranche, puisqu'on a déjà vu la première tranche l'année dernière, à 331 000. Voilà pour cette partie-là. Si nous revenons, nous continuons sur les dépenses. J'ai fini donc les dépenses d'équipement. Nous passons à ce qu'on appelle les dépenses financières cette fois, puisque ça compose aussi les dépenses d'investissement global. Donc là, nous avons des dotations, des emprunts, les emprunts et dettes assimilées avec le remboursement de la dette en capital, des autres immobilisations financières. Nous avons aussi des dépenses imprévues sur cet élément-là et des opérations patrimoniales, les dépenses patrimoniales que vous voyez à 420 000 qui, elles, sont vues également en recettes. Avances forfaitaires et différentes dépenses liées au réseau d'électrification. Voilà pour ces fameuses dépenses d'investissement. Nous passons évidemment, pour faire face à ces dépenses, il faut avoir des recettes. Donc ces recettes sont évidemment classiques. Vous avez donc un total de recettes à 23 620 600. Là aussi, nous les avions vues en DOB, évidemment. Vous avez donc parmi ces recettes des recettes d'équipement à hauteur de 15 446 656. Elles sont principalement composées de subventions d'investissement venant de différentes collectivités, l'État, la région, le département. Et puis, par exemple, 140 000 versés notamment pour l'informatisation des écoles, mais également 212 000 versés pour Nelson Mandela, différentes opérations également. Les emprunts, qui sont des emprunts, là, on parle des emprunts nouveaux, on les avait annoncés à hauteur d'un peu plus de 8 millions en DOB, et ce sont des emprunts qui seront évidemment diminués en BS. On l'a déjà évoqué, c'est une pratique que nous avons systématiquement en BS, notamment avec la reprise de nos excédents. Les recettes financières ensuite, à hauteur de 4 051 000, avec des dotations et fonds divers pour 2 225 000. Il y a une certaine baisse qu'on voit par rapport à l'année dernière, mais là on a aussi non pas des fonds en moins, mais on a aussi une baisse du FCTVA liée non pas à une baisse des travaux, mais plutôt à des baisses de travaux donnant lieu à remboursement de TVA. Ils ne font pas partie des mêmes régimes. Et il y a une taxe d'aménagement là aussi, des dépôts, je passe, des autres immobilisations pour 263 050 qui sont des remboursements des avances des budgets annexes et des produits de cession à un peu plus d'1 million, 1 543 000. Enfin, les écritures, ce qu'on appelle les écritures d'ordre, pour constituer l'autofinancement avec le virement de la section de fonctionnement et les amortissements, soit pour un montant de 3 702 000. Et enfin, les opérations patrimoniales que nous avons vues en dépenses à 420 000. Voilà le budget pour son équilibre global, avec un budget global de 14 millions, toutes sections confondues. Donc des moyens pour répondre aux besoins des habitants et des moyens pour soutenir les investissements durables de la ville. Mais tout ça est possible parce que on a des éléments intéressant, en tout cas pour notre ville. Monsieur le maire. Merci Dominique, merci. Oui, je vais essayer de dire quelles sont les conclusions après un budget comme ça, c'est-à-dire quel est l'état de nos finances après ce budget primitif. Les chiffres que je vais vous donner ne vont pas vous surprendre parce que c'est la suite normale du débat d'orientation budgétaire qu'on a eu, mais il est évident qu'il faut le mettre à jour. On a d'abord un autofinancement qui reste élevé, notamment si on concerne la reprise des excédents estimés de l'année 2021, même si cet autofinancement, on le voit entre la hauteur du rose et du bleu, des deux graphiques qui sont là, même si cet autofinancement a été impacté par la crise sanitaire. On avait vu cela, les raisons pour lesquelles la crise avait
diminuer notre autofinancement. Il est resté important, il est encore important, on le voit, il est aussi important que 2022. Il n'a pas encore rattrapé l'autofinancement de départ, il n'a pas encore rattrapé celui de 2020, mais avec la reprise des excédents, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Ce qui nous permet de maintenir un effort d'équipement important, un effort d'investissement important. Hein. Vous vous rappelez, l'engagement qu'on a pris, c'est 20 millions par année sur le mandat, c'est-à-dire 100 millions d'investissements sur le mandat. On regarde ce qu'on a fait en moyenne avant pour voir si on est dans la même dynamique. Et en moyenne, depuis 2016, on est à près de 19 millions, 18 millions 712 000. On voit que le budget 2021 et le budget 2022 sont très proches en termes d'investissement et qu'on n'est pas loin de tenir ces 2 fois 20 millions sur les 2 premières années de ce mandat. Alors, comment on finance ce budget? Bien sûr, par les recettes que Dominique Lachenal vous a présentées, et puis aussi par un emprunt qui est un emprunt qui peut apparaître important au départ, puisque c'est la colonne violette, mais vous savez qu'avec la reprise des excédents, l'emprunt réel prévisionnel se situera aux alentours de 4 200 000. L'année dernière, il était aux alentours de 4 millions. On reste dans ce niveau-là d'emprunt. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, bien évidemment, on a des garanties et des capacités d'investissement qui sont importantes, mais qui font pas tout. Voilà, les projets maintenant mis en avant, des projets d'investissement que l'on estime dans notre PPI, vous l'avez eu aussi dans le cadre du débat d'orientation budgétaire à 111 millions sur cette période. Et comme on a prévu 100 millions, ben, il va falloir soit faire glisser, soit arbitrer à un moment donné les choix qui seront à faire, à moins qu'on ait des recettes qui nous permettent de dépasser les 100 millions d'investissements sur les 5 ans. Mais ces graphiques-là montrent qu'on est capable. Les chiffres que vous avez pour 23, 24, 25, 26, c'est les estimations du PPI en investissement hein, que nous avons déjà vues et on se tient à la moyenne qui est de 20 millions par an. Alors voilà, ça nous donne un bilan très, très intéressant. Je voudrais quand même dire que on est en situation financière convenable, correcte, mais que vu la situation, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc il faut être aussi prudent. D'abord, si on fait beaucoup d'investissements, on aura du fonctionnement en conséquence. C'est typique d'une école. Hein. On construit une école, l'investissement c'est fait, mais après il faut faire tourner l'école et c'est le personnel qui est dans l'école, celui qui est à charge de la collectivité. Je ne parle pas des enseignants, mais tous les autres personnels. Donc il faudra il est évident qu'il y a un équilibre à trouver concernant le fonctionnement à ce moment-là. Et même si ce budget est ambitieux, il est ambitieux parce qu'on veut répondre aux besoins des Almaciennes et des Almaciens, il reste contraint. On veut répondre, on a un budget ambitieux parce qu'on veut une ville toujours plus agréable. Hein, je crois qu'on est tous d'accord, quel que soit notre positionnement dans cette assemblée, pour faire évoluer la ville. Hein. Je pense que l'enjeu piétonisation va donner un nouveau visage à la ville après les grandes réalisations qu'on a déjà eues dans les années précédentes, et je parle de tout ce qui tournait autour de la mobilité, et c'est pas fini. On aura aussi à relever des défis liés à la transition écologique et d'une manière importante. On a vu déjà des dépenses liées à la performance thermique des bâtiments. Ça va avoir un coût. Et il va falloir mettre le collier là-dessus. Hein, l'effort est important. Cette volonté de végétalisation, cette problématique liée aussi à la désimperméabilisation d'un certain nombre de terrains, ce sera des choix qui sont faits dans le cadre de notre politique. Il n'empêche que ça a un coût hein, et qu'il faudra l'assumer. Et puis, je le disais en termes de fonctionnement notamment, une ville
qui se veut toujours plus au service de ses habitants, qui demandent toujours plus de services. Voilà, c'est clair, et c'est normal, hein. On constate que les habitants, ils veulent plus d'encadrement périscolaire, ils veulent plus d'encadrement pour la jeunesse, qu'ils veulent plus d'encadrement, ils ont besoin de plus de moyens pour la propreté, ils ont besoin de plus de tranquillité publique. Il y a malheureusement des gens qui sont en situation difficile et qui sont, et on ne veut pas les laisser au bord de la route. Donc notre travail social est aussi important. Le CCAS fait ce travail-là. Et puis le sport, la culture, voilà, c'est la vie au quotidien et les besoins sont là. Donc cette ville qui a toujours, qui offre beaucoup de services, et je crois que c'est le sentiment que l'on a, hein, les services de la ville. Et quand on fait quelques retours d'images, on dit cette ville, on y trouve beaucoup de choses, beaucoup de services. Eh bien, il va falloir qu'on trouve les moyens de les assurer et se donner les moyens de le faire. Aujourd'hui, on voit que les finances sont convenables pour aller dans ce sens-là. J'ajoute, et j'en terminerai par là, l'inflation est là, la crise énergétique est là, et on ne connaît pas les conséquences, évidemment, à terme sur les recettes et sur les dépenses, surtout pour notre budget de 2023. Vous savez, déjà, on peut le dire, hein, on parle d'inflation, mais on a déjà des ouvertures ou des réponses à des appels d'offres aujourd'hui. Et ça monte très vite, ça monte très vite. Et on a quelques inquiétudes aussi dans ce domaine-là. Donc, on est solide, on peut faire des choses, on le voit, ça a très bien été développé par Dominique Lachenal, mais la situation fait que la fragilité est quand même pas loin. Donc, soyons vigilants, soyons efficaces et soyons vigilants. Voilà, c'est un peu ce que je souhaitais vous dire en conclusion de cette présentation budgétaire. Et bien sûr, sur ces bases-là, je vous propose d'ouvrir le débat. Qui est-ce qui souhaite intervenir? Oui, Monsieur Gaconnet. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc on a déjà eu le débat le mois dernier. Après, on va peut-être rentrer un tout petit peu dans les détails, même si ce sera très, très générique. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est les frais d'honoraires qui sont en pleine expansion. Et c'est vrai que en pleine campagne, et si on peut appeler l'affaire McKinsey, pardon, je voudrais être sûr que la ville ne parte pas dans ces dérives-là, surtout une ville positionnée normalement à gauche, même si ces quelques semaines ont un peu équilibré l'échiquier politique. Mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'on a quand même une masse des agents à 60% du budget. Et c'est vrai je m'étonne toujours d'avoir autant recours à des cabinets extérieurs, alors qu'on a quand même de nombreux agents, et notamment probablement des très qualifiés pour faire quelques missions de ce genre. Concernant les agents, justement, j'ai vu aucune anticipation. Alors certes, on est en campagne électorale et que les annonces vont bon train, mais il a été évoqué l'augmentation du point d'indice aussi pour les agents, qui a été gelé depuis plusieurs années, pour pas dire décennies. Et c'est vrai que ça sera aussi un point qui sera, à mon avis, important à quantifier, peut-être au BS, mais en tout cas, voilà, à prendre en compte également. J'en reviens par rapport aux travaux. J'ai vu Nelson Mandela à 1,4 million, me semble-t-il, sur la slide, et j'ai lu l'excellent article paru dans le Messager aujourd'hui qui annonçait 2,2 millions. C'est quoi? Ça veut dire que ça va être lissé sur les 2 années et il y aura un reste en 2023. D'où parfois la question de s'interroger, vu les montants et l'ambition qu'on partage également sur l'amélioration des bâtiments. C'est vrai que quand on voit une telle somme, on se pose parfois la question de savoir s'il n'y aurait pas meilleur temps parfois de raser et de reconstruire comme bon nous semble, sachant que voilà, peut-être que les équipements en termes d'aménagement sont peut-être, je ne vais pas dire obsolètes, mais en tout cas moins utiles que par le passé. Donc c'est vrai que c'est une question aussi qui peut légitimement se poser. Concernant la passerelle sur l'Arbre, elle est aussi, je crois, fléchée à 1,4 million. Moi, je suis très inquiet, je vais être très clair avec vous. Vous l'avez évoqué en fin d'intervention, monsieur le maire.
qu'elle soit faite en acier ou en bois, elle va aussi prendre forcément plusieurs pourcentages d'augmentation. Et c'est vrai que le budgété ici à cette date, au mois de mars, et que si elle est réalisée au mois d'octobre, aujourd'hui, je ne sais pas les garanties que vous avez en matière de protection d'offres. En tout cas, dans le privé, c'est facile, c'est 1 mois maximum. Peut-être que dans le public, vous avez bénéficié d'un peu plus de largesse. Mais en tout cas, voilà, il faut être vigilant sur ce point. Et ce qui est terrible, parce que je ne veux pas dire que c'est un aveu d'échec aussi, mais c'est de se dire, est-ce qu'il vaut peut-être mieux pas décaler certains investissements parce que en raison d'un surcoût de 20 ou 25% de l'enveloppe initiale, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas les décaler peut-être de quelques mois, quelques années, même si je conçois parfaitement que la demande des citoyens est importante. Eh bien, par moment, quand on est dans des difficultés pareilles, enfin, quand on parle des difficultés qui sont les nôtres, hein, je pense bien sûr aussi au peuple ukrainien qui a beaucoup d'autres priorités que les nôtres. Mais c'est vrai que des fois, voilà, ça nécessite aussi d'avoir un peu de recul et de se dire, bon, finalement, on voulait le faire, mais on le fera peut-être avec un peu d'écart. Enfin, je voudrais juste dire que j'ai extrêmement hâte de retrouver la salle du conseil de la ville d'Annemasse, surtout avec un équipement à 207 000 euros. Je suis très curieux de savoir bah voilà, ce qu'on va trouver dans notre prochaine salle que voilà, on a hâte de retrouver. Voilà, en gros. Bon, on a bien compris aussi dans votre fin de discours que de toute façon, on n'échapperait pas. Vous l'emmenez en douceur, mais beaucoup l'auront traduit ainsi que voilà, les impôts augmenteront quoi qu'il arrive l'année prochaine pour pallier à tous les investissements et donc les besoins de financement, en tout cas d'équipement et des agents qui vont intégrer ces structures. Et c'est vrai que voilà, c'est pas forcément des choses qu'on accepte avec gaieté de cœur. Merci. Dominique. La première question que vous avez posée par rapport aux frais d'honoraires qui augmentent de façon importante d'un coup, on en a parlé aussi en commission du pôle. Je ne veux pas citer notre directeur général, mais jusqu'à maintenant, on avait peu utilisé des honoraires pour une ville de notre taille. On l'avait peu utilisé parce qu'on n'en avait pas tant besoin que ça non plus. Et là, on est à une période d'évolution de nos différentes délégations de services publics, de projets spécifiques où il faut aussi avoir un regard de l'extérieur. Mais je vous rassure, on n'est pas du tout au niveau d'État et ce ne sont pas du tout les mêmes cabinets. Nous n'aurions d'ailleurs pas les moyens de les payer et même si nous les avions, je ne crois pas que nous les prendrions. Voilà. Madame Meka. Oui, bonsoir. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est des chiffres qu'on nous annonce sur des futurs investissements, futures dépenses ou autres, mais sans avoir vraiment de précision. Par exemple, sur le CCAS, on va avoir une enveloppe de 95 000 cette année pour pouvoir aider dans le domaine de la précarité. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Quels sont les projets actuellement? Ça, on n'a pas ce détail-là. Vous allez le faire. C'est vous qui allez le faire, excusez-moi. Donc vous ouvrez une... Non, d'accord. Ok. C'est l'ouverture d'une ligne. D'accord. Donc on considère que... D'accord, je l'entends comme ça, c'est l'ouverture d'une ligne pour faire les dépenses que l'on veut dans ce domaine-là. Si je reprends l'aménagement du péricentrique Étoile Place des Marchés, est-ce que vous pouvez nous le détailler un petit peu? Qu'est-ce qui est prévu sur ce secteur-là? On n'a pas d'explication non plus. Si je reprends la Maison de la Santé, qui est encore à une somme déjà encore très importante à faire, à investir, on en est où? Qu'est-ce qui reste à faire et pourquoi encore cette somme-là? Donc voilà, c'est juste avoir des explications un petit peu plus concrètes, un peu plus explicites, et pas juste des chiffres qui nous disent qu'on va dépenser tant ou tant dans tel domaine, mais sans savoir exactement ce qu'il en est. Merci. Merci, madame. Mais je comprends vos questions, mais d'une manière générale, quand on fait un budget, on ouvre une ligne, on a une estimation, il y a eu un travail qui a été fait sur les investissements, mais ensuite, le travail se fait. En fonctionnement, c'est encore plus large. On ouvre des lignes pour pouvoir assurer les dépenses. Il y en a qui sont fixes, par exemple les salaires, ça on sait exactement où on va. Et puis il y en a qui peuvent évoluer dans le cadre de la ligne budgétaire et de la somme votée. Sinon, on arrêterait le travail, mais personne ne le demande, de la municipalité et du conseil municipal ce soir après avoir voté le budget. Donc, on ouvre la possibilité, bien évidemment, de travailler. Je reviendrai sur certaines autres remarques dans un instant. Monsieur Abichère.
Oui, moi je voudrais me féliciter que justement nos taux d'imposition n'augmentent pas. Et c'est quelque chose de très agréable. Et je me souviens aussi que souvent l'opposition dans le passé dit après chaque élection, vous augmentez immédiatement après l'élection. Ben non, pas cette fois-ci. Et puis c'est une bonne chose qu'on puisse faire ce budget ambitieux sans augmenter les taux pour cette année. Peut-être sur la question concernant Étoile, M. Boucher, si vous voulez, et éventuellement sur d'autres remarques. Ah, pardon. Non, laisse ton micro, voilà, appuie, voilà, je te le donnerai tout de suite après. Après, tu avais disparu de mon tableau, là, je ne pouvais pas te donner le micro. Vas-y, Michel. Oui, moi je voulais excuser mon retard, j'étais en conseil d'école, donc à l'école maternelle Marianne Cohn. N'ayant pas participé au début, j'avais envisagé ne pas trop intervenir. Alors pour répondre à la question de Madame Maïka sur le péricentrique, bon, vous savez Madame Maïka, puisque vous avez participé à la concertation de la piétonisation d'une manière assidue, qu'il est envisagé et qu'il va être fait, donc la mise à double sens de la rue Aristide Briand qui ne l'est pas, enfin la partie qui ne l'est pas, et la sécurisation donc de cette rue et de ces passages piétons. Voilà, donc c'est essentiellement cette modification liée d'ailleurs plus au tram qu'à la piétonisation, et je veux dire au flux moins important qui pourra passer en voiture sur la rue du Faucigny, que cette ouverture a été donc décidée, donc devra être travaillée et financée. Monsieur Le Boguillot. Oui, bonsoir, merci. Alors, question légitime de Monsieur Gacquenay. Déjà, je remercie pour avoir dit que l'article était de bonne facture. Et sinon, pour ce qui est de la rénovation, alors il faut savoir que raser un bâtiment, d'un point de vue écologique, sera toujours beaucoup plus coûteux en termes environnementaux que de le rénover. Pour une raison que je vais essayer d'être simple. Quand on rase et qu'on reconstruit, on utilise plus de ciment, de béton, donc de ciment. Et pour transformer, pour arriver à avoir du ciment, il faut passer par un process qui nécessite des températures à 2000 degrés, ce qui est donc très coûteux en énergie et donc nécessairement émet beaucoup de CO2. Donc le fait de ne pas raser et reconstruire, mais plutôt d'utiliser, pour ce qui est de l'enveloppe, on va dire la base du bâtiment, la structure de base, en général en béton, du bâtiment, voire en béton renforcé par de l'acier, qui est aussi coûteux à produire, permet, d'un point de vue environnemental, d'être beaucoup mieux dans le bilan final. Donc ça, c'est une raison, on va dire, technique, écologique. Après, il y a une autre raison qui peut être plus discutée, c'est d'un point de vue architectural, notamment pour Mandela LCPE, il a été fait le choix de conserver un peu le côté emblématique de ces bâtiments, et donc forcément les conserver en l'état et plutôt les transformer, mais en conservant cette dimension plutôt architecturale et symbolique. On aurait pu faire un autre parti pris, dire ces bâtiments sont moches de toute façon et on ne veut pas les conserver, ce sont des laideurs, rasons et reconstruisons un immeuble, des bâtiments plus modernes. Donc ça, c'est un parti pris. Et enfin, le fait de raser et de reconstruire entraîne des difficultés importantes par rapport aux services qui sont fournis. Alors, effectivement, tout particulièrement pour le centre petite enfance qui fera l'objet de travaux un peu plus légers que Mandela l'année prochaine, mais on ne peut pas interrompre ce type de service, ou alors c'est très difficile. Donc c'est pour ça que ça aussi ça pèse, puisque soit on interrompt le service, soit on alourdit les coûts, puisqu'il faut transférer les services, c'est compliqué. Donc ça joue aussi dans la balance. Pour ce qui est du montant, alors je laisserai peut-être d'autres personnes l'expliquer, mais oui, ça a été étalé. L'opération au total est de 2,2 millions pour les deux bâtiments. Ça, je confirme, via la SPL OSE qui a fait un travail tout à fait remarquable pour sélectionner le groupement, et pour l'instant on en est tout à fait satisfait. Enfin, pour ce qui est d'éviter de rénover des bâtiments inutilement, on a engagé, les services sont dessus et ça avance bien, un schéma directeur de l'immobilier et de l'énergie, on parlera peut-être ultérieurement, de façon à visualiser et à choisir quels bâtiments rénover et quels sont ceux qui, surtout, il ne faut absolument pas investir parce qu'on ne les conservera pas du fait de leur structure, qui ne vaut pas le coup. Donc on en parlera. Enfin, j'en terminerai par là. On a eu mardi la présentation, deuxième fois, du schéma directeur de l'énergie d'Anne Massaglo, de l'AGLO.
Et j'invite, si vous êtes intéressé, à regarder ce qui est en décision, où on a parlé notamment de rénovation, et où là je fais écho à ce qui a été dit par monsieur le maire. Il y a des montants colossaux qu'il va falloir investir dans la rénovation du bâtiment public, où là il faut porter l'investissement, mais aussi dans le privé, et ça c'est plus compliqué, et ce sont des sommes, on en a d'idée, on parlait de 44 millions en moins de 10 ans. C'était probablement très élevé parce qu'il y avait un choix de rénovation fixé à 50% des bâtiments, c'était pas nécessaire, mais enfin, ça donne un ordre d'idée de l'investissement qu'il faudrait tenir si on veut rentrer dans les clous de cette transition. Alors, on ne va pas tout faire, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de réponses ont été apportées dans les questions qui ont été posées. Moi, je voudrais simplement ajouter, je reviens sur quelque chose que Madame Lachenal a donné sur les frais d'honoraires. C'est vrai que il y a des années où ça arrive, on a des DSP en cours. On a une estimation, vous le savez, et vous aurez le résultat du travail qui a été fait très prochainement. C'est la DSP, une évaluation de la DSP stationnement. Donc ça a un coût. On a la DSP qui correspond à Château-Rouge. Lois vous présentera une délibération dans un instant. Donc là aussi, pour une DSP, il est toujours nécessaire de se faire accompagner, y compris pour avoir un regard extérieur, et que personne puisse nous dire vous avez présélectionné de fait quelque chose. Donc voilà, c'est aussi une garantie de la transparence du marché public. Et donc c'est pour l'essentiel, je pense sous le contrôle du directeur général des services, c'est pour l'essentiel ce qui fait l'augmentation du coût. On a fait aussi un travail lié au fonctionnement de la fourrière. Enfin, il y a des éléments qu'on a voulu estimer dans le mécanisme, avoir un regard pour le faire. C'est pas du tout la mise en cause des compétences de nos personnels, c'est aussi le fait que nos personnels, on leur demande beaucoup. Si on leur demande ça en plus, ils n'y arriveront pas. Donc, tout ça, vous en aurez bien évidemment les résultats et ils seront très transparents. L'autre élément, à juste titre, vous avez souligné, oui, et c'est pas moi qui vais me plaindre de la décision d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires. Il est bloqué depuis X années. Voilà, j'ai été fonctionnaire et je pense que c'était très injuste par rapport à l'augmentation globale du coût de la vie. Mais on ne peut pas le prévoir. Donc on connaîtra cette augmentation pour le 1er juillet et évidemment les conséquences budgétaires qu'on aura seront au BS, forcément. Voilà. C'est une dépense qu'on aura à prendre en compte. Sur les équipements et sur la passerelle, les réponses ont été apportées. Vous savez, c'est certain qu'on aura dans un moment une élévation des coûts des marchés. C'est certain. Et ce que vous dites est juste, il faudra peut-être dire, on ne fait pas. Le marché, il sera jugé infructueux. Voilà. Mais, j'allais dire, le pire n'est jamais certain. Et ne pas ouvrir, en termes de comptabilité publique, ne pas ouvrir une ligne pour aller voir en espérant que ça se passe mieux et que ça se passe dans de bonnes conditions ou que l'augmentation soit supportable, ben, voilà, c'est le travail que l'on fait naturellement et c'est pour ça qu'on ne retire pas les projets, mais au moment où on le lancera, ben, il y aura un choix. Il y aura un choix qui sera à faire et j'espère que ce choix sera positif, mais je n'en sais rien, aujourd'hui. Et puis, dernière remarque, ça a été dit, hein, je pense qu'on passe un peu vite sur un graphique que j'ai tenu à ce que Dominique présente, c'est la situation de notre ville par rapport au taux d'imposition et notamment à la taxe foncière. Vous avez peut-être entendu dans la presse, je l'ai entendu dans les journaux télévisés, qu'il y avait cette année une flambée dans toutes les villes, quelle que soit leur orientation politique d'ailleurs, hein, dans toutes les villes de la taxe foncière. Ah. Et nous, on reste à une taxe foncière. Je ne dis pas qu'on ne sera pas dans l'obligation, dans le courant du mandat, par rapport aux besoins, qu'on ne sera pas obligé de l'augmenter. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que je suis pas, j'ai pas la volonté d'augmenter les impôts. Par contre, je pense que l'impôt, il est nécessaire pour répondre aux besoins de la population. Et s'il le faut, nous serons dans l'obligation de le faire. Et si la crise est
conséquente, eh bien aussi, on sera obligé de le faire. Mais je ne sais pas si ce sera l'année prochaine, ce sera l'année d'après, j'en sais rien. C'est dans cette démarche-là que l'on se situe en ajoutant que la marge que l'on a pour rattraper ne serait-ce que la moyenne des villes de 10 à 100 000 habitants, hein, parce que c'est ça, c'est Ville de France, c'est l'association qui rassemble les villes entre 10 et 100 000 habitants, étant une ville aux alentours donc dans cette tranche-là. Eh bien, on a une marge que je ne veux pas aller, voilà, je ne veux pas monter jusqu'en haut de la courbe, là, c'est pas nécessaire. Simplement, on a aussi, grâce aux politiques qui ont été menées dans les années précédentes, une capacité d'intervention raisonnable. C'est ce que je veux dire. Et ce ne sera pas un choix idéologique d'augmenter ou de ne pas augmenter. Ce sera le choix de la réalité pragmatique des besoins des habitants que nous aurons à faire, peut-être, ou à ne pas faire dans les années qui viennent. Voilà, je pense qu'on a fait. Merci d'ailleurs pour les questions que vous avez posées, parce que ça nous a permis d'aller plus loin. On relance le débat, allez, un dernier tour, parce qu'autrement, on aura plus de difficultés à suivre. Donc, Madame Mika. C'est pas un dernier tour, j'ai pas eu ma réponse concernant la maison médicale. Ah, sur la maison médicale. C'est pas un dernier tour. Oui, oui, excusez-nous, on n'a pas eu la réponse. Qui est-ce qui peut apporter Oui, Monsieur Bochot. Julien. Oui, concernant la maison de santé, il y a eu des frais qui ont eu lieu les années précédentes, qui étaient des acquisitions. On est sur la fin de l'acquisition, et puis on aura les travaux qui sont en cours, qui seront à payer cette année. Donc voilà, on est dans ce cadre-là, avec, comme on le rappelait, toutes les incertitudes actuelles. On se rend compte aujourd'hui que, par exemple, on prend un exemple, puisqu'on était avec l'architecte la semaine dernière, que le métal utilisé dans les huisseries vient d'Ukraine. Et que aujourd'hui, toutes les entreprises s'arrachent les stocks existants. Donc voilà, on continue à essayer de contenir au maximum. Mais voilà, on est sur des lignes budgétaires qui correspondent à ce qui était, c'est-à-dire une livraison de la maison de santé cette année, avec les travaux intérieurs qui ont lieu actuellement et qu'il faudra payer à la fin. J'ajoute en complément de cette réponse que la campagne de recrutement des médecins est en cours, elle sera renouvelée et importante. Cet après-midi, j'avais un contact avec des médecins à Annecy. Voilà, on fait ce travail-là pour aussi mettre des gens dedans, parce que c'est bien beau d'avoir les locaux, mais mettre des gens dedans. Voilà, on est sur cette piste. Plus d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, ben je vous propose de passer au vote. Quels sont les votes favorables au budget? Quels sont les votes contre? Les représentants, donc, avec les procurations. Hein. Il y a une procuration, je crois. Donc, ou deux procurations. D'accord. Elles sont enregistrées. De toute manière, c'est enregistré, pas de problème. Donc les votes contre des représentants de l'opposition. Merci pour ces échanges.